Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes toujours en vie et pas trop exploité, pas trop dépouillé. Et je vous souhaite un minimum de respect de la part de nos dirigeants. En tout cas, j'espère qu'ils ne vous impacteront pas, ou le moins possible présentement et à l'avenir. J'espère que donc surtout que vous avez encore le moral, comme toujours. On pose la question, on l'évoque, mais c'est toujours pour histoire de ne pas penser être seul et qu'on est plusieurs à comprendre l'écroulement et l'enserrement des criminels qui dirigent ce pays, ce monde. Petit à petit, tous les jours, chaque instant, on sait que ça existe, mais si on fait le constat, déjà c'est un bon début, puis si en plus on sait qu'on est plusieurs, ça peut aider. Et c'est le but de mes vidéos d'ailleurs, hein, quand je fais ça, c'est surtout pour essentiellement pour cela. Donc petit cadre aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, vous allez découvrir un endroit sympathique, et pour ceux qui connaissent, je vous apprends rien. Donc alors, vous voyez qu'on est un peu dans un cadre un peu assez champêtre, pour ne pas dire campagnard, voire même à la montagne. Effectivement, nous sommes à la montagne, plus ou moins 1200-1300 mètres d'altitude, aux environs d'eux, plus ou moins. Et vous voyez peut-être que le cadre ressemble plutôt, enfin ça ne ressemble pas trop à une ville, mais plutôt à une ancienne ville. C'est des ruines, hein, et c'est des ruines romaines. Donc je suis actuellement dans la cité antique de la ville de Djemila, ou Djemila, on le dit comme ça ici, et c'est en Algérie, dans le nord de l'Algérie, le nord-ouest, nord-est de l'Algérie, pas très loin de la ville de Sétif et de la Alma, pour ceux qui connaissent. Donc c'est l'une des plus grandes cités antiques, donc plutôt cité romaine, donc qui en dehors de l'Italie, qui soit encore, c'est l'une des plus grandes en taille et qui soit à peu près correctement conservée, même si il y a plus grand chose qui tient, mais c'est quand même relativement bon état. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo dans ce cadre-là, parce que c'est pas tous les jours que je visite cet endroit, et puis je trouve que le cadre est assez original. Donc voilà. Alors je vais pas trop bouger parce que j'ai pas mon, comment on appelle ça là, le stabilisateur, j'ai mon téléphone, je le tiens en main. Donc je vais sûrement bouger, mais pas trop, j'espère. Et ça serait sympa que j'aille un peu me balader, histoire de montrer un peu d'autres choses que de cette vue générale. Mais le problème, c'est que voilà, ça va être dégueulasse, ça va gigoter. Donc je vais peut-être le faire, mais voilà, je vais surtout mettre des plans de coupe que j'ai fait. Bon, je vais monter donc cette vidéo forcément, et je vais insérer des plans de coupe pour donner un peu plus de valeur et d'attrait et d'intérêt sur toute cette vidéo. Donc je voulais faire un petit point rapide, comme toujours je dis ça, mais en fait là je suis limité par mon temps, par mon téléphone, donc la batterie. J'en ai besoin aussi pour rentrer chez moi ensuite, donc pour être joignable et pour contacter des transporteurs éventuellement, c'est mieux parce qu'à pied c'est un peu loin. Et donc voilà, donc je vais pas m'éterniser 300 ans. Et je voulais faire juste un petit point. Là actuellement, bon, on est, je sais même pas, on est comme le 12, on est le 11 novembre, pardon. À l'heure où j'enregistre, on est le 11 novembre. Donc aujourd'hui, jour de la fête de l'armistice, n'est-ce pas, de 1914-18, de la Première Guerre mondiale. Et donc hier, le 10, nous avons appris avec une très grande surprise. Oh là là, qu'est-ce que j'étais surpris. On l'a pas vu venir. C'est la libération de Willow. Vous connaissez pas Willow? Vous savez, le personnage de la Willow. Moi, je l'appelle Willow de Nagui Bosca. Autrement dit, Sarkozy, le nabo, le gnome. Le criminel, délinquant, multirécidiviste, traître à la France, apatride, membre de la communauté des Lumières, et ils travaillent pour leur intérêt, pour cette communauté, mais sans le dire, hein, c'est une cinquième colonne infiltrée, voilà. Et donc on l'a eu pendant 5 ans, on l'a eu aussi ministre de l'économie, ministre de l'intérieur, de l'extérieur, du dedans dehors, de la fin de corps et du faux semblant. Enfin, il a tout fait. Il a surtout tout détruit. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui lui a envoyé des lettres pour le soutenir et qui trouvait ça injuste qu'il soit mis en prison parce que c'est honteux d'avoir un président, un ancien président, mais président quand même, de la France en prison, c'est normal. C'est pas normal pour eux. Donc il peut faire ce qu'il veut, il peut faire toutes les plus grandes infamies et il sera absous par l'opinion politique. Enfin, c'est toujours les mêmes personnes, hein, c'est pas, ça correspond à ceux qui votent encore et c'est ces gens-là qui pensent que c'était quelqu'un de bien. Ils n'ont pas compris sa traîtrise et la trahison qu'il a commis. Parce il en a fait des trahisons. Hein. Il les a fait passer pour des actes d'intérêt public et national, alors que c'était juste de la trahison, de la haute trahison. Mais bon, il a même abrogé le principe justement de la haute trahison. C'est Sarkozy qui l'a abrogé. Hein. J'ai pas en tête, mais c'est ce qu'il a fait. Donc c'est quand même incroyable, mais vrai. Et donc ce type-là, bah, apparemment, la prison c'est trop dur pour lui, donc il a été libéré hier, donc le 10. Donc il a dû être libéré plus tôt ce matin. Ça a été annoncé le 10, donc peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il est sorti, je veux dire,
hier soir ou ce matin, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il qu'à l'heure actuelle, donc il est sorti là, on est en fin de matinée, début d'après-midi. Il doit vaquer à ses occupations de criminel, donc je ne sais pas lesquelles, mais je me doute bien qu'il travaille pour, surtout pour ses employeurs, donc les membres de sa communauté. Et il faut le rappeler encore, hein. Sarkozy, il est tout sauf ce qu'il annonce, hein. Il joue un rôle, il va donner le change, mais c'est un traître à la nation. C'est un des pires ennemis de la France. Mais les gens ne comprennent toujours pas ça. Bon, on va pas le répéter. Je vais pas faire son cursus historique, généalogique et professionnel, entre guillemets professionnel, parce qu'il est en mission. Hein. C'est pas une profession, c'est un acte de foi, c'est une dévotion. Son parcours politique et tout ce qu'il a, toutes les actions qu'il a commises durant son parcours sont une dévotion, tout simplement, rien d'autre. Évidemment, il a été rémunéré en conséquence. Il faut bien qu'il vive, et puis il faut bien le faire tenir. Tous les agents, on les fait tenir avec l'argent, mais c'est quand même un acte de dévotion, quoi qu'il arrive, qui est toujours déguisé donc. Alors là, j'entends l'appel à la prière et j'entends les coqs chanter. Alors, je ne sais pas si on est en France ou au bled, mais j'ai à gauche de moi l'image, l'appel à la prière. Il y a le village là-haut, qui est par là. C'est une petite ville, hein. Djemila, c'est tout petit, hein. C'est un petit village. Donc là, je ne sais pas si on voit sur mon doigt là. Là, ici, c'est le village. Ah bah voilà, là on entend l'autre, c'est une autre mosquée. Voilà, je reprends parce que pendant l'appel à la prière, alors ça redémarre dans une autre mosquée, un peu plus loin. Et voilà, en live. Donc, je pense que là c'est bon. Donc voilà, vous avez les appels à la prière, et puis en même temps, en simultané, de ce côté-là, j'avais le chant du coq. Donc je savais plus trop si on était en France ou ailleurs. Petit coucou d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas l'ombre d'un doute, il n'y a pas de jeu de mots. Vous entendez le coq? Bref, je vais peut-être me déplacer un petit peu histoire d'avoir un autre panorama. Alors je vais m'excuser d'avance pour les mouvements un peu désagréables. Je vais vraiment essayer de cadrer avec mes mains comme je peux.
et essayer de frayer mon chemin parce qu'il faut que je vois où je mets les pieds. Et j'ai pas forcément, je connais pas forcément l'endroit puisque je suis en cours de visite. Donc je parlais de notre cher Nicolas Sarkozy, le franquiste sabbatéiste, il y a un peu de tout. Hein. Et lui, notre cher homme, a passé 20 jours en prison parce que il a pris, je crois qu'il avait pris 2 ans ou 5 ans. Je sais même plus combien il a pris, mais on savait tous, sans aucune surprise, donc, qu'il allait sortir et qu'il ferait même pas un mois. Ça, c'est ce que beaucoup disaient. Qu'il n'allait pas passer le mois. Effectivement, il a fait 20 jours. Voilà. 20 jours d'affilée, donc il est 3 semaines. Et le jeune monsieur, eh ben, il s'est fait soutenir par tout le monde, comme étant quelqu'un de bien, et c'était pas normal. C'était presque lui la victime. Enfin, en France, on peut se faire passer pour une victime. Et ça passe, normal. Après, donc, au-delà de ça, je vous laisse imaginer l'image que ça donne quand vous voyez ce personnage être absous comme ça par l'opinion publique, un délinquant, un autre délinquant de monsieur et madame tout le monde, un délinquant lambda. Lui, qu'est-ce qu'il va se dire? J'en ai un foutre, moi, d'être honnête. Il va persister dans ses actions, puisque c'est pas considéré comme étant immoral et il n'y a aucune sanction qui devrait tomber, puisque Sarkozy a permis, on va dire, la jurisprudence Sarkozy, en fait. Il a permis de rendre quasiment légal et tout à fait normal, légal, le mot est fort, c'est pas ça, mais tout à fait normal la possibilité de faire des délits et de ne subir aucune conséquence. C'est pas d'aujourd'hui hein, qu'on le voit ça, mais là c'est carrément, à la télévision, ils ont accéléré cette croyance, cette idéologie, et ils l'ont inculqué dans l'esprit des gens de manière détournée, évidemment, c'est pas ouvertement affiché, mais en vérité si, c'est affiché complètement, puisqu'ils le défendent systématiquement. Le mec, il a trempé partout, il a été condamné, c'est un multi-condamné, hein, Sarkozy. C'est pas le mec qui a juste, je sais pas moi, qui a volé un scooter ou même pas braqué une banque, parce que Sarkozy, c'est l'argent qu'il a détourné de manière illégale, c'est des millions d'euros. Et il y a des morts directement ou indirectement dans ces actions. Et il y a une guerre quand même en Libye qui a fait plus de 160 000 morts, qui a détruit un pays, qui a fait rentrer des millions de migrants pendant des années en France, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il va pas nous la faire à l'envers. Hein. Je veux dire, c'est un mec qui a du sang, entre guillemets, du sang sur ses mains, indirectement. Hein. Il n'a pas tué les gens directement, mais ses actions, les directives qu'il a imposées en étant président de la France et probablement à l'époque où il était premier ministre de l'Intérieur, de l'Extérieur et du foutage de gueule intégral. Et donc il a tout géré. Hein. Il a des liens directs avec des catastrophes et des grandes forfaitures qu'il a laissé faire. Auquel il a peut-être même participé, mais ça, on n'a pas les preuves, donc on laisse le conditionnel, on va dire. Et ben, ça permet justement, ça donne des vocations, en se disant, bah ouais, génial, je peux rester dans l'illégalité, et en plus, on me décernera une médaille, voilà. Et peut-être même que ça sera même pas inscrit sur mon casier, et que finalement, je serai même peut-être quelqu'un de bien, vu comme quelqu'un de bien. Voilà un peu ce que ça donne, donc vive la France. Et après, ça vous donne des leçons en vous disant, oui, mais il faut être réglo, il faut être juste, la société, c'est sans sauvage. Sans sauvage, ça se dit, ouais, on va dire que ça se dit. Et donc, bah oui, ils ont quelque part voulu cela. C'est l'image qu'ils renvoient, c'est l'idée qu'il faut avoir. Donc, ils veulent ça. Ils veulent que la délinquance persiste, qu'ils veulent que le chaos règne, et c'est voulu depuis longtemps. Sauf que maintenant, voilà, on est vraiment mis devant le fait accompli. On vous le dit. Voilà, indirectement, en passant par l'exemple du président, mais c'est partout pareil pour tous les hommes politiques. Balkany qui danse et qui ressort alors qu'il est condamné, il doit faire de la prison. Le lendemain, il sort de prison, hop, il danse. Voilà. Il vous dit, je suis incompatible, mon état physique est incompatible avec la prison, il faut me sortir, je suis malade, tout ce que vous voulez. Il est malade, on le sort, soi-disant. Faites de la musique quelques jours après, le mec il est en train de danser avec une meuf, tranquille, normal. Je savais pas, moi, qu'on pouvait danser et être en mauvaise santé, au point qu'on doive sortir on doit annuler sa peine, enfin, suspendre sa peine, ou l'adapter pour l'extérieur, avec du bracelet ou je ne sais quoi. Et aussitôt, retrouver la forme instantanément. Si c'est ça, c'est pas du foutage de gueule, ouvertement affiché, et bon, bref. Rien de nouveau sous le soleil, et quand on fait partie de la communauté des Lumières, comme Balkany, comme Sarkozy, et donc des gens qui ont travaillé pour l'intérêt de ceux qu'on appelle entre guillemets l'état profond, mais moi je pense que c'est plutôt l'état qui vous la met profond en vous faisant croire que l'état profond existe. Je vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé. Vous pensez que l'état profond c'est autre chose qu'un état profond abstrait, c'est quelque chose de très localisé. Enfin, je veux dire, les initiateurs et l'idéologie de cet état profond, elle est très localisée géographiquement parlant et communautairement parlant également. Est-ce que vous avez besoin de plus pour comprendre ça?
et c'est tourné toujours vers un temple, vers un lieu géographique au Moyen-Orient. C'est étonnant. C'est ça l'état profond. C'est ce que vous voulez pas, c'est ce qu'on veut pas que vous nommiez, mais que même si vous le deviniez, il ne faut surtout pas le nommer. C'est pour ça qu'on lui donne tout un tas de noms, voilà, l'état profond. Derrière le rideau, là, vous savez, behind the curtain en anglais. Toujours derrière, toujours derrière. Ils sont cachés, on les voit pas, ils sont occultés. Oui, ils sont dans le monde de l'occulte, effectivement. Eux, par contre, eux, l'état profond, donc ces gens-là que je viens de définir, eux, ils ont vraiment, ils ont fait allégeance au véritable état profond qui est derrière les rideaux, et d'un autre espace-temps. Oui, avec d'autres entités intelligentes. Mais chut, c'est du paranormal, c'est de l'extravagance, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc c'est pas grave. Et donc les agents comme Sarkozy, on en a, je pense. Après, il faudrait rechercher. On en a dans chaque pays, je pense, vraiment. Et ces gens-là, ils agissent à la destruction de la nation dans laquelle ils sont, on va dire, nommés plus ou moins. Alors les élections ne servent à rien, c'est juste pour valider aux yeux des goïms le fait que le gars est légitime et qu'on l'a désigné par le fameux vote populaire, donc est démocratique. Démocratie qui n'existe absolument pas, mais bon, les gens continuent à avaler ces fadaises parce qu'ils aiment ça. Hein. Ils adorent les contes de fées. Ils y croient pas, ils savent que c'est faux, mais ils adorent qu'on leur en raconte et ils adorent y vivre. Mettre en place cette fantaisie des contes de fées. Alors j'essaie de pas trop bouger. Ils aiment ça. Même s'ils sont adultes, hein, peu importe, à la base, les contes de fées, les légendes, tout ça, c'était pour divertir les enfants. Les fameux contes Grimm, etc. Et toutes les autres histoires qu'on a tous plus ou moins entendues, étudiées, et dont on a regardé les films et lu les livres. On sait que c'est des contes pour enfants. Mais là, on les a adaptés aux adultes et dans la vie réelle. Voilà, c'est même pas pour raconter des cracks. Hein. C'est incroyable comment on se fait bananer alors qu'on est des adultes qu'on s'entend pas forcément, mais finalement on le devient en fermant les yeux et en faisant semblant de pas comprendre de quoi il en retourne. En se disant non, c'est des gens normaux, ils sont commandités par aucune idéologie, ils n'ont pas d'employeur, c'est nous qui sommes leurs employeurs. La preuve, c'est que dès qu'on ouvre nos gueules quand on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, ben, ils vous défoncent la gueule. Hein. Les manifs, alors là j'ai pas de passage, je vais bouger, et ils vous attaquent sans pitié comme si vous étiez leurs ennemis. Et avec votre argent, parce que ces gens-là sont payés, donc les forces de l'ordre sont payées avec notre argent. Mais nous, on est là, ouais, non, c'est la démocratie. 2005, la démocratie, bon, on l'a bien vu, et Sarkozy, justement, parce que c'est une de ses forfaitures. Il en a fait tellement qu'on les oublie, et elles reviennent au fur et à mesure. Là, le traité de Maastricht, traité européen, 2005, il fallait voter, on a dit non. On a dit non, et Sarkozy, il a dit bah non. 2007, il a dit, ben voilà, vous avez dit oui. On lui dit non, il entend oui. C'est génial. Alors ça, je pense que c'est... En vérité, je vais pas faire mon expert, je n'y connais absolument rien. Vous voyez, c'est une espèce de vasque. Aucune idée, peut-être qu'il devait moudre du grain dedans, mais je suis pas sûr. Enfin bref, ceux qui connaissent l'archéologie et qui connaissent bien les cités romaines, ils doivent savoir de quoi il en retourne. Moi, personnellement, je suis pas calé du tout. J'aime bien visiter, mais je suis pas calé du tout. Ça, par contre, je sais que c'est un temple. Ce qu'on voit ici, ça, c'est un temple. Je sais plus de quelle divinité. Enfin, c'était des cités... justement, qui étaient en contact avec le monde occulte. Pour ceux qui dorment, hein, je le dis juste, hein, ils avaient tous des divinités qui les adoraient dans leur cité, et c'était c'était du paganisme, hein, et ils étaient vraiment, chaque région avec son dieu, donc ils avaient leur temple, alors un ou des dieux, hein, souvent, régulièrement, ils étaient plusieurs, il n'y en avait pas qu'un seul. J'essaie de cadrer très proprement. Et donc, en Turquie, par exemple, vous avez le temple d'Artémis, je ne sais pas si c'est comment ça s'appelle, je l'avais visité, hein. Je crois que c'est Antalya, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est Antalya, mais il y a le temple d'Artémis là-bas, et en Grèce aussi, il est dans plein d'endroits d'ailleurs. Hein. À Baalbek au Liban, c'est le temple de Baal, comme son nom l'indique, qui est État d'Israël, État imposteur d'Israël. À Halloween 2024, s'est fait un plaisir d'aller zigouiller les temples de Baalbek et d'autres temples à proximité, parce que c'est la guerre des dieux. Vous le saviez pas, c'est normal. Ceux qui adorent les entités dans le monde occulte, donc l'état profond qui fait des allers-retours entre le monde, notre monde et celui occulte, celui dont ils reçoivent les informations et les directives, ils adorent en fait. Comment ils font pour recevoir toutes ces directives? Parce qu'ils adorent ces entités, certaines entités qu'ils adorent depuis la nuit des temps, depuis toujours. J'en parle dans mon livre, c'est juste pour vous donner une info. Donc j'explique tout ça. Le dernier livre que j'ai fait, là, qui vient de sortir plutôt il y a 15 jours, je crois, qui s'appelle donc Un fauteuil pour deux. Alors c'est pas avec Eddie Murphy, c'est pas un film aux États-Unis, c'est une histoire, c'est notre histoire, votre histoire,
raconter sous un prisme totalement différent, puisque moi j'ai enlevé les œillères et je vais direct au fond des choses, tout simplement. Alors là, on voit peut-être un peu mieux. Voilà le temple. Après, j'y descendrai peut-être si j'ai de la batterie. Je ne voulais pas faire une vidéo de 3 heures. Et donc, on le voit ici même. C'est quand même vachement bien conservé, hein. Alors, je ne sais pas si ça rend bien au niveau de l'ampleur de la cité. C'est une des cités, comme je le disais en introduction, en dehors de l'Italie, hein, de la péninsule européenne, en dehors de l'Europe, pardon, de la péninsule européenne, n'importe quoi. En dehors de l'Europe, il est les plus étendu et l'une des mieux conservées. C'est vraiment un endroit. Alors, c'est des pierres, hein, évidemment. Et quand vous voyez toutes les ruelles. Il y a des rues, on les voit très bien, c'est pavé, etc. Les chambres, les appartements, il y a des immeubles là-bas. Je pense que c'était des maisons, tout ce qui est ici. C'est sûr, je sais pas, il doit faire 10 ou 10 hectares, quelque chose comme ça, peut-être plus, je sais pas. Et ça, c'est la ville elle-même. Après, vous avez d'autres choses aux alentours, mais elle a été construite, cette ville, dans une vallée. Comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est vraiment une vallée. Enfin, une vallée. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est enclavé autour, et il y a des montagnes qui la dominent. Et c'est très agricole, hein. Ça a pas dû changer à travers le temps, cette région-là. C'est très rural, hein, quand vous voyez, quand vous sortez de la ville. Pour venir jusqu'ici, c'est très rural. Il y a que des petits villages, des petites villes. Et c'est que des champs, des pâtures. Donc il faut un peu de tout, hein. Et donc alors on m'avait posé la question par rapport au chemtrail ici en Afrique du Nord, en Algérie en particulier. Moi, j'en ai pas vu, et beaucoup de témoignages de gens qui vivent à l'année d'ailleurs nous ont toujours dit qu'ils n'en avaient jamais vu. Après, moi, j'ai vu l'autre fois des nuages un peu particuliers qui n'avaient pas l'air naturels. J'ai supposé que ça en était, mais aucune preuve. Donc, sans preuve, on ne peut pas confirmer. Donc, je pense que moi, je vais rejoindre la masse de ce qu'ils disent les gens. J'ai jamais vu de chemtrail en Algérie, donc il n'y en a pas, hein. Et bizarrement, c'est un peu réservé aux Occidentaux, hein. Posez-vous la question, les amis. Pourquoi ils nous envoient des chemtrails en France et dans toute l'Europe et aux États-Unis aussi, et probablement ailleurs, dans d'autres pays dits occidentaux? Il faut se poser la question. Il y a peut-être un but, il y a quelque chose. Allez savoir. Et donc, on va essayer d'avancer un petit peu. Et donc, voilà, donc je disais à Halloween 2024, nos chers amis, vous savez, le peuple des Lumières avec l'armée la plus morale. L'armée la plus morale. Déjà, armée égale mort. Morale, ça va pas du tout avec la mort, parce que les guerres sont toutes injustes. Désormais, il n'y a plus aucune guerre défensive, hein. Ça n'existe plus. Les seules guerres défensives qui existaient, elles ont existé. Elles n'ont plus lieu d'être. Maintenant que c'est que des guerres offensives et géopolitiques, mais géopolitique, c'est aussi pour des ressources, pour le territoire. Non, c'est fini ça. C'est ce qui sert de cachex. En vérité, c'est des guerres idéologiques religieuses, c'est tout. C'est la guerre des dieux, c'est leur guerre des dieux. Et nous, on est impliqués, l'humanité entière, dans cette guerre des dieux. Voilà. Donc, vous voyez ici un dieu qui a été adoré ici. Enfin, c'est un des lieux de culte. Il y a les temples, il y a les mosquées, il y a d'autres endroits comme ça, qu'on peut appeler, ou même les synagogues, qui sont encore un autre lieu de culte. Les églises aussi. Mais moi, les mosquées et les églises, je les considère comme des lieux de croyance. Les synagogues, c'est différent. Ils adorent pas les mêmes entités. Une entité égale, peu importe ce que vous dites, ils adorent quelque chose d'autre, pour moi, à mes yeux. Donc je ne les considère pas comme des lieux de culte à proprement parler, même si c'en est un, mais c'est pas le culte d'un Dieu unique. Bon bref, je dis ça après me dire oui, mais les chrétiens, ils ont la Trinité. Je rentre pas dans ce débat-là. C'est pas le sujet. Bref. Donc nous sommes à la croisée des chemins, en vérité. Là, on a une croisée, un passage de témoins dans ce genre d'endroit, partout dans le monde, hein. Vous allez en Grèce, vous allez même en Amérique du Sud, en Asie, vous avez différents temples. Les Aztèques, les Mayas et les Incas, et ailleurs en Asie, en Afrique, vous avez partout des temples, des vestiges qui restent encore, qu'on peut visiter. Et c'était en fait à l'époque, c'était eux, à cette époque-là, les entités avaient remporté cette fameuse guerre des dieux. Puisque c'était leur monde, c'était eux qui drivaient le monde, si vous voulez. Même s'il y a toujours eu un monothéisme qui a existé, mais il n'était pas dominant. Ensuite, les temps ont évolué, ont passé, les époques ont passé, les peuples ont changé, et la guidance s'est faite, et le retournement a eu lieu, et les temples jadis florissants des montagnes andines ou des forêts cambodgiennes ou thaïlandaises, ou alors des montagnes nord-africaines ou italiennes, ça a complètement changé.
Et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, enfin après, pendant un certain temps, avec un monothéisme qui était dominant, jusqu'à son apogée, à l'époque du prophète Salomon. David et Salomon, les prophètes David et Salomon. Ça, c'était l'apogée jusqu'à donc la chute, et ensuite on a continué à vivre dans un monde, un melting pot de différentes croyances qui a été un peu, on va dire, une espèce de statu quo pendant des siècles, hein, même s'il y avait des endroits qui étaient plus adeptes de l'occultisme dans leur adoration que d'autres. Et puis finalement, il y a eu l'avènement de l'islam au VIe siècle de notre ère, qui a marqué la fin des temps pour les musulmans, puisque c'est la fin des temps, ça correspond le premier signe de la fin des temps, c'est la mort du prophète de l'islam. Et c'est à ce moment-là. Et donc ici, on n'a pas trouvé de dinosaures, ni d'extraterrestres, mais on a, et vous le voyez en face de vous, le premier stade de football au monde. Eh oui, vous ne saviez pas non plus. Lugan non plus ne le savait pas, je l'informe. Et à tous ceux qui étaient un peu dans le déni, le premier stade de football version moderne, mais il était là, il y a 2000 ans. Bon, il y a encore des piliers au milieu C'était la mode, ils aimaient foutre des piliers partout. Et là où il y avait un endroit, on mettait un pilier, ça faisait partie de la civilisation. Après, en Europe, on a remplacé les piliers par des piliers de bar, dont un certain Jean Hennebourg, philosophe éthique, lui qui doit être... il y en a partout, hein, c'est pas le seul exemplaire, mais lui, il fait de la philosophie, Mouskin. Paix à son âme intellectuelle. Donc voilà, vous le saviez pas, les Anglais n'ont rien inventé. Voilà, les terrains de foot étaient là. Bon, c'est un terrain qui est carré apparemment, et il n'y a pas de but. De toute façon, quel est le but dans la vie? On ne sait pas. Il n'y a pas un but, il y a des buts, et si on sait où on va, c'est bien. Mais après, on n'a qu'un seul objectif, c'est chiant. C'est d'en avoir plusieurs, ça peut être mieux. Donc le but, ici, ils avaient décidé de ne pas en mettre, tout simplement. Donc tu marques où tu veux, comme tu veux, à peu près, c'est comme le code de la route. C'est comme tout, chez toi et chez moi et chez toi. Le trottoir, il a décidé de prendre son indépendance sur la logique. Hein. Les trottoirs en Algérie, c'est l'anarchie. Et les terrains de foot aussi, ils sont à l'image. Voilà. Comme les sacs plastiques qui volent partout, ils décident d'aller à la poubelle. Non, c'est mieux d'aller dans les champs. C'est très bien. Et puis voilà, les terrains de foot, mais ils ont décidé d'être carrés, pas rectangulaires. Il n'y a pas de case, il n'y a même pas de surface de réparation. D'abord, tu veux réparer quoi? Rien du tout. Enfin, voilà, quoi, voilà. Sympathique. Nouvelle découverte historique. On en apprend des choses. Hein. Donc tout ça pour dire quoi, au final? Que les cultes anciens n'ont jamais disparu, qu'ils ont été non seulement recyclés, mais qu'ils ont été ensuite imposés. Donc le recyclement a été fait par un déguisement interposé. On les a réadaptés pour qu'ils n'apparaissent plus comme étant des cultes. Donc c'est les mêmes cultes hein, que les Incas, que les Mayas, et tout ce que vous pouvez imaginer comme culte criminel, où on offrait des personnes pour le rassasier l'entité adorée. Aujourd'hui, il y a ça a remis au goût du jour. Ça a disparu, il y a eu une vraie guerre donc pendant des milliers d'années. Hein. Et aujourd'hui, il y a le dernier combat et on est en train de se rendre compte, pour ceux qui ont encore une faculté d'observation et de compréhension des choses, on se rend compte que leur démon, il y a un démon qui est adoré et qui est en train de soi-disant prendre l'ascendant sur le monothéisme en général et l'humanité surtout, parce que c'est son but, c'est d'écraser l'humanité et qu'elle au final adore d'une manière ou d'une autre cette entité. Peu importe que vous le vouliez, que ça vienne du cœur ou pas, l'idée, c'est ça le mondialisme, c'est de vous prendre, de vous tenir, de vous piéger, tout simplement, avec des règles dans le monde dans lequel vous êtes, et vous n'aurez pas le choix, et au final, ce sera tellement serré, vous serez tellement emprisonné, que vous vous soumettrez à leur entité, même sans le vouloir, et souvent même sans le savoir. Il y en a qui vont plus ou moins le comprendre, mais beaucoup ne le comprendront pas, et cela en réalité importe peu aux architectes, le plus grand ou le petit de ce monde, Gadlou Akbar ou pas Gadlou d'ailleurs, peu importe. Là, je sais pas, je sais pas si c'est des habitations qui restent ici. C'est assez plein de petites pièces. Et cela importe peu, l'essentiel c'est que vous êtes soumis à l'ordre de ces entités, parce que je pense qu'elles sont plusieurs, elles sont chapeautées par le grand architecte de l'univers.
Et au final, c'est ça. Donc vous aurez oublié la vraie divinité, le lien sera coupé, et il est déjà en partie grandement coupé. Et là, ce sera définitivement coupé, donc l'humanité partira, sans le comprendre, dans les griffes des entités adorées depuis la nuit des temps, et qui ont commis les plus grands crimes. Et ça, c'est intéressant, c'est important de le savoir déjà, et de le comprendre. Et c'est ce qui fait que l'égarement aujourd'hui est magnifique. Personne ne peut le voir, parce qu'il a été occulté d'une manière, on va dire, exceptionnelle. Parce qu'ils ont réussi à faire ça là sur des milliers et milliers d'années. Ils ont des milliers d'années de retour d'expérience. Ils ont fait des tentatives partout sur le monde. Ils ont tiré les leçons de leur échec. Puisque ces entités sont là depuis toujours, hein, pour certaines. En particulier le grand diviseur, l'égareur, celui qu'on appelle l'insensé en islam, ou Iblis, si vous le voulez, et qu'on appelle Satan en général, le diable. Lui, il est là depuis la création, bien avant la création de l'homme, et il a un délai jusqu'au jour du jugement. Donc il voit, il a vu, et il verra l'humanité dans son intégralité, dans son évolution. Donc vous imaginez qu'avec une expérience aussi gigantesque, on apprend. C'est une expérience unique. Il n'y a aucune créature sur cette planète qui peut se targuer d'avoir une expérience aussi incroyable et aussi complète de la vie en général et de l'humain en particulier. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, excepté le Créateur. Satan nous connaît mieux que nous-mêmes. Voilà, et vous pensez bien qu'il tire des leçons et qu'il a vu toutes les civilisations se construire et s'écrouler. Et il y est toujours pour quelque chose, évidemment, lui et ses armées. Ils sont des milliards actuellement, probablement même plus, des centaines de milliards. Et certains sont très 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 anciens et très doués. Et donc vous avez affaire à un ennemi invisible très redoutable. Si, et seulement si, vous avez coupé du moins votre lien avec le Créateur. Parce que si vous ne l'avez pas coupé, vous savez qu'il ne peut rien faire, lui et ses sbires, contre vous. À partir du moment où vous êtes en lien direct avec le Créateur et que vous vous mettez sous son administration et sous ses ordres, et vous suivez ses recommandations et ses commandements. Voilà, tout simplement. Mais les gens comprennent même ce que je dis là, à part des croyants, ça parle à personne, et comme les croyants sont de moins en moins nombreux, donc on arrive à un moment où, c'est comme dirait l'autre, faire pipi dans un violon. Hein. Ça parlera très peu de gens, et puis le reste du temps, les croyants seront considérés comme des attardés mentaux, des rêveurs, et limite on sera atteint de problèmes psychiatriques puisqu'on parle à un ami invisible, on le vénère. Vous savez l'histoire, ah toi et ton ami invisible, ah c'est toi là, le musulman, toi et ton ami invisible, ou le chrétien, toi et ton ami invisible. Ils adorent utiliser ce terme-là. C'est à la mode, hein. C'est comme ah t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, ça devient à la mode. C'est des expressions qui sortent comme ça, et les gens les reprennent comme des perroquets décérébrés qu'on a formatés pour répéter sans réfléchir. Ben, c'est ce qu'ils font. Et ils vous répètent toujours les mêmes âneries, et ils se remettent jamais en question, et à la fin, ils pensent, c'est des copier-coller, ils pensent tous de la même manière. Et ce sera la matière première de l'escroc, de Gadlou. Donc, autrement dit, le charlatan qu'on appelle l'antéchrist ou le Dajjal, c'est avec ça qu'il se nourrit. Et franchement, il va bien manger, vu comment on en a produit des milliards de ce genre de spécimens décérébrés. Ça va être un feu d'artifice pour lui. Et notre monde va ressembler à quelque chose de très étrange, plus les années vont passer, et les décennies, parce que ça va pas se faire en 2 jours, et plus ça va être étrange. Voilà, au point où il y aura tout un tas de choses qui ne seront totalement immorales, mais qui seront acceptées par la moralité des gens. D'ailleurs, le mot moralité n'existera plus. Il y aura des choses, et ce sera la norme, ce sera la moralité, mais si on ramenait 100 ans en arrière, d'ici là, que ces choses se mettent en place, si on faisait un bon 100 ans en arrière, ce serait considéré comme de la folie, et on pourrait même finir dans un asile psychiatrique. C'est déjà le cas maintenant à notre époque avec des comportements complètement déviants. Mais d'ici à 50 ou 60 ans, ou un siècle, on aura des comportements qui seront extrêmement choquants. Ça partira dans tous les sens. Hein. Mais bon, ce que je dis n'a pas lieu d'être. C'est le prophète Joukatali qui sait mieux que tout le monde. Hein, et la science, évidemment, qui sait mieux que tout le monde, qui nous a créés en vérité, hein, la science. On ne sait pas qui est la science, mais bon. Et donc tout ça pour dire quoi? Bienvenue dans la guerre des mondes. Bienvenue dans cette réalité où le passé rattrape le présent et le double pour être notre futur. Donc dans cette guerre des mondes, vous allez voir que les croyants vont finir par être attaqués de toutes parts, mais beaucoup plus violemment que ce qui est déjà le cas actuellement. Ça va complètement prendre une autre dimension. Ça va pas aller en s'arrangeant. Il restera des refuges quelque part,
sur cette planète. Est-ce que ce sera ici ou dans des régions comme celle-ci ou ailleurs? Dieu seul le sait. Mais si vous avez envie de vous épargner, vous et votre descendance, directe ou indirecte, cette épreuve gigantesque, il n'y a pas grand-chose. Il faut aller monter, monter, monter dans les montagnes ou monter ailleurs, spirituellement. Il va falloir partir, s'éloigner, s'isoler, pas complètement évidemment, parce qu'on ne peut pas vivre tout seul. Et voilà, vous avez compris. Voilà, c'est tout ce qu'il nous restera à faire. Ça peut être bien, ça a l'air compliqué comme ça a l'air dangereux. On ne sait pas où on va aller, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé du moins. On sera à la merci de tous les dangers, et surtout si on s'isole entre guillemets, parce qu'il ne faut pas s'isoler tout seul. S'isoler tout seul, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas s'isoler complètement, il faut rester en groupe, mais quitter les grandes villes, les grandes agglomérations, ça tout le monde le sait. Et être dans des petits endroits assez reculés, mais vivables évidemment, et en petite communauté. Voilà, il faut plutôt le prendre dans ce sens-là. Et voilà, donc je ne vais pas en rajouter 300 ans, j'espère que le cadre vous a plu. Je filme comme je peux avec mes petits bras musclés, on essaie de pas trop trembler, et que ça rentre bien, ça fera une petite visite sympathique en même temps. Ici par contre c'est vraiment très 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 naturel. C'est encore assez naturel dans certaines régions, et ça c'est sympathique. C'est très agréable. Et il fait donc, je sais pas, il doit faire 27-28 là. C'est l'Afrique du Nord, région montagneuse, on est loin de la mer. Enfin loin, non, une centaine de kilomètres de la mer. Ça reste agréable. Que des vignes, non, pardon, des prairies, des champs, de la forêt. Et on est loin de la circulation, c'est agréable. Et ce lieu n'a pas été choisi par hasard. Il y a des énergies qui sont ici, vous connaissez le principe des énergies. Les temples cultuels ne sont pas là, ne sont pas créés, d'ailleurs tous les temples sont cultuels, ne sont pas le fruit du hasard. Il y a une réflexion, il y a eu des raisons géologiques et d'énergie qui valident la construction d'un temple. Parce que le monde occulte est basé sur l'énergie. Les gens ne comprennent pas encore. Et le New Age nous a volé cette idée d'énergie, de canalisation, de transmission. Et ils l'ont évacué, ils l'ont rendu totalement insensé et connecté sur du vent. Ils l'ont déconnecté justement de la réalité pour en faire un business et pour égarer des gens. Voilà. Tout ce qui est énergie en général et qui fait partie de ce genre d'univers. Donc New Age, vous pouvez le fuir comme tout, il vous expliquera tout sauf la réalité. Les énergies existent et elles sont le fruit, elles sont l'utilité du moins de ce monde occulte qui passe par ces énergies électriques, électromagnétiques, etc. Donc c'est leur véhicule tout simplement et c'est leur source d'énergie justement aussi.
C'est toujours pareil dans les lieux comme ça. Il y a toujours des incivilités. Donc ils gravent leur nom sur les portes, sur les pierres, je ne sais où, en pensant que c'est intelligent. Après, vous avez ça partout. Hein. Si vous allez visiter l'Alhambra, je l'ai visité il y a une vingtaine d'années. C'est pareil. Il y a des noms qui sont gravés, de la détérioration partout. Donc là, ici, on est dans le temple. Donc ça doit faire au moins 15 mètres, si c'est pas plus, de hauteur. C'est pas très grand. Ils déclarent leur amour. Pourquoi pas. Ils mettent leur date aussi. Alors ce qui est marrant, c'est que... Donc c'était pendant le Covid, hein, 4 octobre 2020. Je pense que c'est ça, hein, c'est le Covid. Ouais, c'était le Covid, première année du Covid. Le coco vide, très très vide, ils se foutaient de notre gueule. Donc ça c'est dans tous les cultes, les temples paganistes. Ils se sont inspirés de la construction du vrai temple. Alors comment ils l'ont fait? Mystère et boule de gomme. Mais les temples du divin unique, ils ont déjà été construits avec l'apparition de l'homme sur Terre. Adam a dû participer à cela, évidemment, et sa descendance. Et très rapidement, les entités ont copié ce schéma-là pour le détourner, évidemment. Donc quand vous voyez dans la description de la Torah, la description du temple de Salomon, bon, vous savez déjà que c'est totalement artificiel et faux. Et ils ont également, dans le temple, il y a le Saint des Saints. C'est-à-dire que c'est une petite pièce dans le temple qui contient les reliques. Donc l'Arche d'Alliance, qui est contenue dans ce lieu qui s'appelle le Saint des Saints, et c'est la condition sine qua non pour pouvoir ensuite introniser le Messie, c'est d'avoir reconstruit le temple, d'avoir mis dans le Saint des Saints l'Arche d'Alliance. À ce moment-là, il y a tout un processus, hein, je résume. Et au final, salut les pigeons, ou les moujons, ou les jompis, je ne sais pas comment on peut les appeler. Et c'est dans ce lieu qui s'appelle le Saint des Saints, donc c'est ça qui validera l'alliance des dieux, de leur Dieu avec leur peuple, avec son peuple élu. Et ils sont tous faits pareil, donc celui-ci, je pense que c'est ça, ça doit être le Saint des Saints. C'est un mini Saint des Saints, mais voilà, ça devait être quelque chose dans cet esprit-là. Vous avez beaucoup de temples qui sont faits sur ce schéma. Des temples donc paganistes, hein, qui ont adoré des entités occultes, évidemment. Ils n'ont adoré aucun créateur de l'univers, puisqu'il y en a un seul. Ils ne l'ont sûrement pas adoré, puisqu'ils n'ont pas respecté ses recommandations. Donc à partir du moment où vous savez ça, vous savez qu'ils ne l'adoraient pas. Voilà la vie qu'on avait d'ici. Vous savez la ville, hein, quand même, c'est une grande ville. Hein. Apparemment, de ce qu'ils disaient à l'époque, je crois que ça avait 12 000 ou 20 000 habitants. Parce que ça, c'est le centre-ville, hein, vous voyez. Mais ça continue, ça va loin encore. Hein. D'ici, on a une sacrée vue. Hein. On va essayer de pas de se vautrer parce que ça descend méchamment. Là, le temple il continue là. Il reste des choses. C'est toute l'enceinte du temple. Oui, ça continue jusqu'en bas. Voilà, et ça va encore, on ne voit plus, mais ça continue là-bas encore. Donc toute la vallée, enfin l'espèce de vallée quoi. Donc entre 12 000 et 20 000 habitants, je ne sais plus trop. C'est une vraie agglomération, assez connue à l'époque, dans la région. Voici le temple. Alors, comme disait Napoléon, selon la légende bien comprise, quand il arrivait en Égypte, il s'est présenté devant les pyramides de Gizeh, et il leur a dit ici 3000 ans ou 5000 ans d'histoire vous contemple. Lol et relol. Je pense qu'il ne l'a jamais dit, même s'il l'a dit, ça a dû être déformé. C'est comme Armstrong, un grand pas pour l'homme, un petit pas pour l'humanité, ou à l'inverse, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Fadaise et compagnie. Il a dû lâcher une caisse, à supposer qu'il soit allé en dehors de l'orbite terrestre, je suis pas sûr, je pense qu'ils n'ont pas quitté leurs locaux, mais bon, on est teubés, de croire qu'ils ne sont pas allés sur la Lune. Comme je le disais, on n'arrive même pas à avoir le Wi-Fi d'une pièce à l'autre, mais en 69, ils ont réussi à avoir le Wi-Fi, l'équivalent du Wi-Fi, de la Terre vers la Lune. Ils ont commandé, ils ont discuté tranquille, sans interférence, rien. Juste ça, sans chercher techniquement est-ce que c'était possible de quitter l'orbite terrestre avec une fusée qui pesait des millions de tonnes
je parle pas des millions de tonnes, mais des centaines de milliers de kilos, hein, c'est sûr, et qui devait ensuite avoir des réservoirs gigantesques, qui avaient la puissance, ensuite piloter cette navette jusqu'à l'espace, jusqu'à la Lune, traverser la ceinture d'astéroïdes, machin, tout ça, selon la légende. C'est eux qui nous disent tout ça. Moi, je me dis, bon, au bout d'un moment, il faudrait peut-être me prendre pour une burne. Mais bon, apparemment, on doit être pris pour des burnes. Bah, sinon, on n'est pas des bons. On n'est pas des bons, quoi. Donc, on doit être pris comme des teubés, pour des teubés. Et donc là, ceux qui connaissent le latin, enfin le romain, je sais pas si c'est du latin, il y a des inscriptions ici qui doivent raconter certaines choses sûrement. Moi, je montre, mais franchement, je n'ai aucune idée. J'ai aucune idée de quoi il en retourne. On va dire que c'est pour la prospérité et la gloire. Voilà, donc là, c'est quand même assez bien conservé. Hein. Apparemment, la cité a été fondée, je crois, si j'ai bien compris, aux alentours du IIe siècle. Donc ça doit dater ça a plus de 2000 ans. Hein. Quelque chose comme ça. On est dans ces eaux-là. Si je ne m'amuse. Donc là, vous voyez, c'était. Alors j'imagine qu'il y avait les colonnes qui étaient. Peut-être, hein, peut-être que je dis des bêtises. C'était peut-être couvert cette place. Donc là, on est au centre de la ville, je suppose. Enfin, on était dans les. Il devait y avoir des cérémonies ici, des offrandes, ce genre de choses. Peut-être. Et ça, c'était un endroit qui devait servir à ça. Bah, je vois qu'il y a des piliers qui restent, donc ça devait être des. Oui, il y avait des colonnes ici. Comme celles qui sont à côté. Qui soutenaient donc un muret, un mur. Il devait y avoir aussi une espèce de couverture, une charpente ou j'en sais rien. Quelque chose qui couvrait et ça devait être. Il y avait tout un protocole à suivre pour honorer le culte de leur dieu de l'époque, quoi. Et donc là, vous voyez, c'est l'autre partie de la ville plus basse, parce qu'au-dessus c'était des habitations. Et ici, c'était vraiment le cultuel, peut-être le marché aussi. Il devait y avoir, parce que c'est une grande place, je sais pas si on le voit bien là. Il y a des inscriptions, voilà, c'est sympa. Alors ce qui est bien en Algérie, c'est que vous avez, ce qui est bien, je vais faire mauvaise langue, vous avez des déchets partout. Il n'y a aucun respect. Ça, c'est grave. Des mouchoirs, des cigarettes, des papiers plastiques, des sacs plastiques, tout ce que vous voulez. Ils adorent salir. Ils adorent, je ne comprends pas. Là, il y a une espèce d'arc de triomphe qui est là, donc, avec des inscriptions également. Et donc, à l'époque, et puis il n'y a pas trop de monde ici en plus. Là, il y a deux jeunes à côté, mais il n'y a pas. Puis j'ai vu des gamins. Là, il y a un type au fond. Voilà, ça, c'est ça qui est répugnant. Ce qui me dégoûte, c'est tous les déchets. Les déchets base, ils ont un problème. Alors, dans la rue, c'est encore pire. Quand vous êtes au bord d'une route, vous voyez que. Regardez. Sac en plastique, aluminium, gobelet, papier, carton, voilà. On est dans un lieu touristique. Hein. Et il y a des poubelles. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ils mettent des sacs poubelles directement dans différents endroits pour qu'on les remplisse et qu'on ramasse nos déchets. Mais apparemment, je crois qu'en Algérie, il y a deux sports en Algérie. Il y a la sortie de drapeau, ça pour sortir le drapeau champion du monde. Et puis il y a un deuxième sport, c'est jeter des déchets. Ça doit être une compétition. Par la fenêtre, directement comme ça en marchant, on s'en fout. On est en voiture, on jette. On marche, on jette. Et si on jette pas, ben on ramasse quelque chose pour qu'on le jette quand même. Histoire de dire qu'on fait pas semblant, quoi. Je trouve ça choquant. Alors vraiment, il y en a plein. Alors je vais essayer de pas me casser la gueule. Et ça sera mieux quand même. Donc là, ouais, il y a un sac plastique, un sac poubelle là, juste en face. Et il faut jeter ses déchets, mais bon, ça reste pareil, ça continue. À côté, hein, vous avez une espèce de sac poubelle. Là, c'est des petits étudiants à l'école qui viennent. Et là, voilà, il y a le sac poubelle, c'est fait pour. Regardez. On va pas s'amuser à faire semblant. Hein. Il y a un problème d'incivilité au niveau de la propreté en Algérie, c'est clair. Il y en a d'ailleurs dans beaucoup de pays. Je me demande si c'est pas. C'est aussi dans tout le Maghreb en vérité. Mais après, je vais pas parler de ce que je connais pas, de ce que j'ai pas vu. Ici, ça a toujours été comme ça. Hein. Étant plus jeune, quand je venais, c'était déjà le cas. Mais en fait, avec la mondialisation, avec la multiplication de tout ce qui est plastique, bah, les gens ont eu beaucoup plus de plastique, de bouteilles, de sacs, de sachets, comme partout. Hein. Et là, par contre, ils se lâchent. Ils s'embêtent pas. Donc là, vous voyez, on est dans une espèce de grande place qui est pavée, donc. Et c'est. Il aurait fallu que je prenne un guide, mais j'avais pas envie, en fait. Parce que c'est intéressant de savoir ce qui était ici, ce qui se passait là. Mais on voit que c'est la place principale qui ramène au temple. Voilà, tous les chemins mènent au temple. Celui-ci parmi d'autres. Mais c'est pas celui-ci le plus recherché.
C'est le fameux temple de Jérusalem, ce qu'ils veulent mettre en place, vous savez, à la place des vestiges du second temple, selon leur légende. C'est des légendes, hein, je le rappelle encore. Et voilà, donc vous avez... L'idée, c'est toujours, il y a toujours une histoire de temple. C'est génial. Et ça, voilà, ça remonte à la nuit des temps. On est toujours dans la même politique, hein, sauf que maintenant, avec les technologies et le modernisme, on a l'impression que c'est des vieilleries, l'histoire de divinité, de tout ce qui était sacrifice, culte rendu au soleil, aux étoiles, à d'autres entités plus ou moins non humaines, mais qui apparaissaient sous différentes formes qu'on a essayé de représenter dans des gravures, et qui étaient donc, on ne savait pas trop ce que c'était, mi-homme, mi-animal, avec des pouvoirs magiques incroyables. Alors, on rendait leur culte, on leur rendait culte, on faisait des sacrifices, etc. Tout ça, c'est devenu de la légende, parce que les gens sont devenus, donc on les a rendus matérialistes et incroyants, donc on les a rendus athées, dans le sens de la réalité de ce qui existe en dehors du matériel physique, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit. Ça, jusqu'à notre époque moderne, l'humanité entière savait qu'il y avait une autre réalité qui était connectée à la nôtre, et il n'y avait aucun doute là-dessus. Depuis 2 siècles, 3 siècles, avec les découvertes scientifiques qui ont accéléré le développement technologique du monde entier et de l'Occident en particulier, il y avait comme projet d'éradiquer tout simplement cette croyance. Et là, on peut dire que à l'heure actuelle, donc maintenant, c'est-à-dire tout de suite, pour ne pas me répéter, pas faire mon Dupont et Dupont, ils y sont arrivés, hein. On y est. Plus personne ne croit à tout ce que je peux évoquer dans cette vidéo, ou que j'évoque en général. Donc la vie après la mort, bullshit. La vie pendant la vie, bullshit aussi, même si la vie pendant la vie, normalement, elle est visible, hein, puisque on en témoigne. Non, même ça. Je sais, je rigole et j'exagère, parce qu'on est dans le monde de l'abrutissement et de la bêtise générale. Voilà. Hein. Donc voilà, il est monté au temple, et il est quand même mastoc. Hein. Il est quand même balèze. Ça monte là, il doit être, je sais pas, là, juste les marches, il doit y avoir des marches qui font 10 mètres de haut, plus le temple en lui-même. Ça fait pas mal. Et vous voyez, là, ça monte, ça descend, c'est en relief. Et c'est vachement bien conservé. Hein. C'est grand. C'est vraiment grand. Alors ici, c'est une place qui a l'air sympathique, parce qu'il y a beaucoup de colonnes comme ça, ou des bases de colonnes restantes qui contiennent des inscriptions. Très très claires. Alors, avis aux latinisants, s'ils arrivent à comprendre ce qui est indiqué là. Mais il y en a plein comme ça, tout le long. Alors ça, c'est une place qui est un peu en contrebas du temple. Et on en a... Je me suis pas approché de toutes, mais toutes, je vois qu'il y a du texte. Toutes celles qui sont là. Et là, on voit en face, il y a des textes écrits très clairement et en gros. Je vais me procher. Faire qui sont là-bas. Je sais pas si on arrive à montrer. Il y a beaucoup de textes inscrits. Ça, c'est une grande place. Donc ça, en fait, ça descend. Vous voyez, on voit le temple qui est là-bas. Qui est là, le temple. Je sais pas si j'arrive à le voir à l'écran par là-bas. Là. Ici. Alors, je le montre par l'écran. J'arrive pas à me montrer, mais on doit le voir. Et ensuite, il y a différentes places qui descendent par paliers successifs. Avec ce genre de marche. Il y en a plusieurs. Il y a des grandes places comme ça. C'est une succession de places assez grande, et donc avec des colonnes, tout devait être couvert. Tout ça au nom du temple. Alors on va s'approcher un petit peu, montrer un petit peu ce qu'il en est de ces inscriptions. Elles sont super bien conservées. Hein. Voilà, alors, incapable de lire ce que ça veut dire, mais bon, on voit bien là, je pense. Hasta siempre Che Guevara, non, c'est pas ça. C'est l'ancêtre des tags. Sauf qu'ils n'avaient pas de gong, ils faisaient ça au burin. Ou ce qui était un burin de l'époque, quoi. Évidemment que c'est pas des tags, hein, je dis ça pour rigoler. Donc vous voyez, c'est assez... Est-ce que c'est gravé des deux côtés, des quatre côtés? Je ne sais pas, non, apparemment c'était que d'un côté. Et là vous voyez, ces grosses pierres. Voilà, on voit un ITE, je sais pas ce qu'il y a avant. Endas. Endas, la fin d'As, je sais pas. Et là... Alors certains vont vous dire, ouais, ça a été fait récemment. Non, non, c'est des pierres, tout est d'époque. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire tout ça. Tout ça, c'est fou quand même que ils ont mis de côté les bases des trucs qui sont écroulés, ils les ont posées évidemment parce qu'elles n'étaient pas à cet endroit-là exactement. Elles sont là, elles sont conservées avec les textes. Ils se donnaient du mal, hein, les gens, pour adorer leur divinité. Ils se donnaient du mal.
Ils avaient vraiment foi à leur entité. Et ils construisaient des villes en leur honneur. Ils construisaient des villes quand même en leur honneur pour faire plaisir à leurs démons, enfin à leurs démons, à leurs dieux. On va faire semblant d'être neutre. Difficile d'être neutre quand on connaît la réalité des choses. C'est cette neutralité qui nous a flingués dans notre monde actuel. On refuse d'appeler un chat, ou un démon, un démon. Enfin, on refuse pour certaines choses. Ça dépend à qui on a affaire. Là, vous voyez cette pierre-là, avec l'inscription qui est indiquée là. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais juste ça, bon, ça a dû être fait, je ne sais pas, peut-être que c'est moderne cette fente-là. Mais la pierre en elle-même, vous pouvez toujours vous accrocher pour la bouger. Elle n'est pas immense, elle doit faire moins d'1 mètre, je pense, sur 50 cm de large. Mais bon courage, ça bouge pas. Alors imaginez les Égyptiens avec leurs pyramides. Si c'est des blocs de pierre comme ça, taillés. Bon, après c'est faisable, hein, humainement c'est faisable, c'est pas un problème. Mais il faut du matos, il faut des gens, des bras. Il y a des ingénieurs qui réfléchissent à tout ça, des architectes qui mettent en place la construction et la façon de construire les choses, avec les outils nécessaires pour pouvoir le faire, évidemment. Et donc voilà, on est dans ce contexte-là, voilà, avec César, ou sans César, peu importe. Ici, c'est clairement des habitations, ou des endroits où on stockait certaines choses. Ça devait être couvert, c'est une multitude de pièces. Il y en a beaucoup. On va circuler, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment... j'espère que ça sera regrettable. Pour ceux qui sont spécialistes de tout cela, ils doivent savoir. Il y avait des plaques de marbre, regardez. C'est du marbre, ça. Je pense que ça en est. À mon avis, ça en est. Oui, c'est encore... Bon, les murs ont lâché, mais ça en était. Là, il doit y avoir... Là, ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pavage ou de carrelage, mais là, on le voit ici. On voit le carrelage. Il y avait des motifs, etc. Bon, certains sont restés. Hein. On voit bien ici. Ça date d'il y a 2000 ans quand même. Il y a tout un tas de pièces. Là, ça repart dans la ville, sur l'avenue principale. Ça doit être un des axes principaux de la ville. Et là, vous voyez, peut-être des trucs de stockage. Et on repart sur des pièces qui s'enchaînent. Et là, on revient, il y a encore des pièces. Et ça repart. Vous voyez, c'était vraiment peut-être c'était des marchés couverts. Allez savoir. C'est vrai qu'un guide, j'aurais pu en avoir le cœur net, mais bon, peu importe, c'est pas grave, on s'en fout. Vous voyez, c'est sympa. C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est sympa. C'est moins sympa, c'est beaucoup moins sympa. Enfin bref, malheureusement. Je vous fais visiter. Je vais peut-être intéresser les gens pour qu'ils puissent venir. C'est quoi ça? C'est une pierre. Voilà, on voit bien. Voilà. Toujours pareil, le besoin de s'afficher, hein, toujours. Je vous affiche pour si peut-être vous reconnaîtrez. Voilà. Sympa, hein. Les jeunes dans le monde entier, ils ont toujours la même technique, avec des mots et des dédicaces. Des pièces, encore des pièces, toujours des pièces. Là, on sort. Là, ça doit continuer par là. Bon, il y a des gens ici, je vais pas les embêter. On va pas les filmer, ils ont peut-être pas envie de s'afficher. Voilà, des pièces. Ah, c'est une grande pièce. Enfin, c'est même pas une pièce. Ou alors, si c'était couvert, c'est grand. Hein. Il devait y avoir des chevaux qui venaient, peut-être des espèces de... Bon, un parking à cheval, peut-être. Et très rapidement, ça a été transformé en parking à voiture, puisqu'on a découvert l'essence, le pétrole et toutes les énergies fossiles, comme je le disais tout à l'heure plus tôt. Là, c'est un tas de pierres. Comme tout ici, donc voilà, toutes les pièces. Et vous en avez plein des concepts comme celui-ci,
C'est super intéressant. Si vous avez regardé Moïse, le film de 1956 de Cécile B. 2000, et pas 3000 ni 5000, mais 2000, ça c'est le prix que tu dois lui donner à chaque fois que tu cites son nom, en droit d'auteur, à la SACEM, etc. Enfin bref, ceux qui ont vu le film de Cécile B. 2000, qui est donc un homme, contrairement à ce qu'indique son prénom, même si Cécile c'est qu'on appelle ça, c'est non-genré en réalité, ça existe depuis toujours, bref, ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais ceux qui ont vu ce film, vous avez souvenir d'un moment important où Moïse, quand il redescend de la montagne, il arrive avec les plaques des 10 commandements, et quand il se présente devant son peuple qui est en train d'adorer le veau d'or, il se met dans une colère énorme, et il jette finalement, la terre s'ouvre, et là, son peuple tombe dans la terre, dans la crevasse, et il balance les tablettes de la loi. Elles disparaissent comme ça, elles sont brisées. Et bien on les a retrouvées, elles sont ici, il ne fallait pas chercher bien loin, elles sont là. Voilà. Et finalement, il n'y a pas 10 commandements. Dans le film, évidemment. Alors elles sont là, mais en même temps, on les a récupérées, on a mis de la ferraille, on a fait en sorte qu'elles ne se brisent pas trop, donc on les a rafistolées. Voilà. Alors est-ce que ça date à l'époque, style les hémorroïdes, je ne sais pas. Je ne saurais dire. Bon, je fais encore le teubé encore une fois, bon, vous avez bien compris. Donc le premier commandement, tu ne mentiras pas sur la création et ton créateur. Voilà. Ça ne le dit pas. Tu n'adoreras pas de divinité autre que ton créateur, et surtout pas les démons. Voilà, et surtout pas un Yahvé barbu. Voilà. Ça marquait ça, hein. Moi je le vois comme ça. Donc, parce qu'ils inventent des tables de la loi, moi je peux inventer les miennes. 10 commandements, je suis même pas sûr qu'il y en avait 10. Je suis pas sûr du tout. Il paraît qu'il y en a 10, ils disent ça. Nous on sait qu'il y a des commandements, mais 10, on n'en sait rien du tout. À mon avis, il y en avait plus, et puis ils se sont arrangés pour pas les mettre, les autres qui les dérangeaient. Ils ont retenu que ce qu'ils arrangeaient. Donc elles sont là, les tables de la loi du film de Moïse. Ou alors c'est des restes de Charlton Heston, enfin du film avec Charlton Heston. Et c'est des objets du tournage qui ont atterri ici en Algérie, comme tout atterrit ici. Hein. La richesse de la France, elle a atterri ici. Tout ce qui vient de France a atterri ici. Donc apparemment, l'aspirateur à richesse et à savoir, c'est l'Algérie. Elle n'est pas foutue de se débrouiller. Il paraît, hein, je dis ça, je répète ça. Parce que je suis un bon moujon. Hein. Il paraît que voilà, même l'Algérie a été créée par la France, selon Vercingétorix et Emmanuel Macron, de Nagui Bosca, Sarkozy, Hollande et Saab Chirac. Voilà. C'est un mix de tout ça. Vous imaginez la bestiole, vous voyez le Golgoth que c'est, et ben c'est ces gens-là qui nous expliquent que tout est là. Donc voilà, petit souvenir, vestige de l'histoire cinématographique de Sahab el-Yahoud, qu'on appelle Hollywood, évidemment. Et ça, ici même, c'est les deux tables de la loi. Voilà. Et on a appris aussi, grâce à notre cher historien spécialiste de l'Afrique du Nord, qui s'appelle Lugan, j'ai oublié son nom, Charles Lugan, peut-être un truc comme ça. Il a une moustache mou et des lunettes. Il nous a expliqué, parce qu'il connaît tout, hein, il connaît tout sur tout. Il nous a expliqué qu'en Algérie, donc qui a été bâtie par la France, nous avions également aussi, ça c'est les Romains hein, qui ont inventé ça, c'est les gouttières pour évacuer l'eau de pluie. Donc ça c'est une gouttière antique, voilà. Vous appelez ça une colonne? On peut appeler ça un pilier. Eh non, Charles Lugan, ou Jean Lugan, ou j'en sais rien, enfin Lugan, il nous explique que ça c'est des gouttières pour récupérer la pluie. Il y avait une charpente au-dessus, il y avait un toit, il y avait même un KFC au-dessus, à l'époque, hein, style les hémorroïdes, comme je disais. Et donc, ça a été inventé ici à Rome, qui ensuite, la civilisation romaine, elle est venue jusqu'ici pour nous apporter le blé et la fibre, mais on l'a pas refusé, parce qu'il paraît qu'on ne sait pas faire grand-chose en Algérie. Et donc, ça a sauté, la civilisation s'est barrée. Elle a laissé ça, et donc on avait des gouttières, nous, on ne le savait pas. En même temps, il pleut tellement un peu ici, que est-ce que ça sert à quelque chose de récupérer l'eau de pluie, quand on n'a même pas de toit, parce qu'il n'y a pas de toit, vous voyez. Bon, il y en avait un sûrement avant. Mais depuis, ça n'a pas changé. Donc merci Charles Lugan, ou Jean Lugan, ou Lugan, la boîte à gants, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce tocard, qui nous explique. Évidemment, encore une fois, je précise que je raconte des fadaises. En fait, je me mets au niveau du journalisme français, du journaliste français qui raconte tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Je fais la même chose. En essayant d'être original, hein, évidemment, je ne vais pas répéter ce qu'ils font déjà. C'est pas la peine. Puis ils le font tellement bien. Donc voilà. Donc petit coucou à notre spécialiste du Maghreb, franc-maçon de son état, et même s'il ne le dit pas, et qu'on n'a aucune source qui le prouverait, il est évident qu'il en fait partie. Beaucoup l'ont soulevé, ce point, on le sait. Et surtout spécialiste du Maghreb, je crois qu'il est spécialiste aussi de l'ongle incarné et du pustule, et des pustules, voilà, tout simplement. Je pense que c'est ça. Voilà, donc les gouttières, antiques, pardon. Voici les gouttières. Si vous avez un doute, cherchez pas, elles sont ici. Et un peu plus loin, les tables de la loi, comme je le disais, vestiges c'est des objets du tournage du film de Moïse de 1956. C'est sympa la science avec moi, t'as pas besoin de Jamie, t'as pas besoin d'appeler MacLexguy, tu m'appelles moi, je t'apprends des choses qui te serviront à rien, qui te mettront même dans la sauce, surtout si tu as la question pour du pognon, mais au moins tu auras l'air un peu moins, tu sortiras du lot, voilà, et c'est déjà pas mal.
Alors la ville continue, hein, c'est trop long à visiter. S'il faut une demi-journée facile, enfin, ou du moins faire que ça pendant 2 heures et ne pas s'arrêter, ne pas commenter, sinon on s'en sort plus. Là, ça continue encore, je pense qu'il y a encore au moins 10 minutes de marche parce que ça fait que descendre. Hein. Donc je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a encore des temples, des pièces, il y a plein de pièces comme ça. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est des, peut-être que c'était des thermes. Il doit y avoir tout, hein, tout ce qu'une ville doit comporter comme lieu. Donc des places de marché, des réserves, des endroits de stockage, j'imagine. L'équivalent des hôpitaux, il doit y avoir des bains, etc. Voilà, des thermes, toutes ces choses-là. Et des habitations, évidemment. Donc il y en a partout. Vraiment partout. Comme vous pouvez le voir là. Là, il y a une espèce de banc. Je pense que c'est là où on attendait le bus, peut-être. C'est une station de bus, peut-être. Voilà. Bon, vous avez compris que je plaisante, évidemment. Je dis ça à ceux qui pensent que je suis premier degré. Regardez, il y a même le nom de la station. Ça s'appelait, c'est pas un truc de blé, ça? C'est la station du blé. C'est là où tu te fais de l'oseille. Enfin, en France, on dit l'oseille. Ici, on dit le blé, peut-être. Je sais pas. Donc voilà, je vais en rester ici pour la visite. Ce sera déjà pas mal. Mais c'est impressionnant quand même. Elle est immense, cette ville. On va peut-être même descendre par là. Les pavés sont encore bien, ils tiennent bien, c'est vraiment... Parce que tout est pavé. Est-ce que c'est pavé de bonnes intentions? Je ne sais pas. Il paraît que les chemins qui mènent au paradis sont pavés de bonnes intentions. Les chemins qui mènent en enfer sont pavés de bonnes intentions. Ouais. Selon les légendes, mais toujours... On va dire que la légende, pour le coup, est véridique. On va l'accepter comme ça, comme telle. Et c'est pas Nicolas Sarkozy qui nous dira le contraire. Ni les mondialistes qui nous prennent pour des buses. Voilà, ça continue encore. Et au bout d'un moment, ça va être une succession de pièces, donc identiques plus ou moins. Donc on peut abréger l'affaire ici même. On croit que c'est fini, mais il y en a encore. Alors pour le coup, c'est plus des ruines, c'est du vivant. Et ils m'ont rejoint jusqu'ici. Ils se sont dit, tiens, un des nôtres. Donc les moutons du bled. Hein. Donc c'est reste des pâtures quand même, jusqu'aux portes des ruines. Les moutons. Les fameux moutons du bled. Tout à fait. Là, il a dit à bas Macron. Je ne sais pas si vous avez compris. Et il a dit Sarkozy aussi. Je crois. Pas toute la traduction, mais je crois que c'est ça. Autre revendication. Ouais. L'Europe, c'est mort. Et le reste aussi, c'est fini, sans qu'ils le disent. J'ai anticipé la suite. Est-ce qu'il va confirmer? Moi. Qui ne dit rien consent. Donc il a consenti. Par son silence. Donc la moujonnerie, elle est jusqu'ici. Elle est partout. Bon, pour le coup. Ah ouais, il a confirmé, c'est ce que je disais. Il a bien confirmé. Donc là, en fait, je suis arrivé au bout de la ville, hein, du village. De la ville antique, tout simplement. Je crois que c'était son nom originel. Voilà, c'est ça, il a dit Cuiculte, un truc comme ça. Ah, il me dit que c'est pas tout à fait ça, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu es un peu bavard comme mouton, toi aussi, hein, fou. Il est pire que moi. Ah, il y a un gros mouton là qui a parlé. Ah, c'est le chef des moutons. Il a dit arrêtez de parler, vous êtes des moutons. Donc voilà, au moins il est terre à terre, lui. Vous ne pouvez pas parler, sauf en France où on a ce côté fantastique, où les moutons parlent. Voilà, petite vue panoramique de l'endroit. La brebis égarée. Voilà, se dépêche de rejoindre ses amis. Cours, brebis, cours. La vérité est au bout de la prairie. Vas-y, tu vas y arriver. Et c'est pas Sam qui va t'emmener. Référence des années 90. À la télévision poubelle. Récemment, j'avais lu, en 2006, donc c'est récent, ouais, il y a presque une vingtaine d'années, j'avais lu le Da Vinci Code. Vous vous souvenez, la carotte ésotérique de Dan Brown, l'auteur dont on n'a aucune idée de qui il peut être, si ce n'est à dire vulgariser et décrédibiliser les gens qui veulent expliquer le monde qui nous en sert, le monde de culte qui nous en sert. Lui, là, il a ramené des pistes d'égarement, hein, il les a vulgarisées pour perdre les gens, bref, peu importe. Donc à l'époque, j'avais lu ça, Da Vinci Code, j'avais même vu le film, enfin, c'est de la bouse internationale. Mais j'avais tiré quelques enseignements.
en particulier sur les inscriptions que vous pouvez voir ici même. Donc en fait, j'ai appris, grâce au Da Vinci Code, que toutes les inscriptions sur les piliers tels que celui-ci ou d'autres à travers le monde sont en réalité des recettes de cuisine, c'est des ingrédients. Donc là, vous avez 1 gramme, une mini PLT, c'est-à-dire cuillère, un cœur avec barré qu'il faut aimer, hein, évidemment, de cuillère à café, donc, d'essence de salse pareil. Donc ça ensuite, c'est le deuxième ingrédient, mais ça, cet ingrédient-là, il est secret, c'est pour ça qu'il est toujours codé, il est toujours codé DVI1, il faut connaître. Et ensuite, donc ça expliquait également, donc il fallait tamiser la farine, donc tamiser à ras-bord là, c'est un A, mais c'est un L, on s'en fout, la farine, et la partager si possible avec 2 cuillères à soupe d'œufs, d'huile, ça c'est encore le mot codé, c'est le même là, évidemment, et c'est marqué t'énerve pas, n'énerve pas, m'atnervesh, comme dirait l'autre, parce que c'est des Algériens déjà, ils savaient que c'était, donc c'est la recette pour les Algériens. Treiano, donc il faut le traire, le lait, je pense que c'est ça. Et Adriano, c'était l'international brésilien qui a marqué un but de la tête avec ses mains, il y a longtemps. Et AVG, c'est avis de... C'est la gestation pour autrui, non, c'est pas ça. Et Pony, c'est un groupe qui s'appelait Pony, 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 je sais pas quoi. Max Bloublil, évidemment, et Trib, comme la tribu des Max Bloublil, vous avez compris. Et là, c'est POI, ou Roi, ROI, c'est je sais pas. Version 1, évidemment, et c'est cosmétique, 3e siècle. Pourquoi? Et parce que, voilà, c'est tout. David et Jonathan, parce que, et pourquoi? Parce que David et Jonathan, même si c'est 2D, c'est pareil. Donc voilà, merci Dan Brown, merci le Da Vinci Code, et là sur ça je vais prendre mes médicaments et je vais aller me coucher, n'est-ce pas? Et à l'époque, il y avait déjà un téléphérique, eh oui, téléphérique algérien, bon, il n'a pas tenu, hein, évidemment, mais il a fait office entre l'an moins 250 à moins 200. Bon voilà, il reste les nacelles, qui ont un peu rouillé, effectivement, on peut le dire. La corrosion, tout ça, ben, on ne va pas y faire grand-chose, hein. C'est un peu le cancer de... La rouille, c'est le cancer du métal, hein, de tout ce qui est métallique. Donc voilà. Ça, c'est les nacelles du téléphérique, il devait monter. Donc je pense qu'il devait être fixé à l'Arc de Triomphe qui est ici. Il devait relier le temple qui est juste au-dessus, là, à droite. Et il devait y avoir une autre deuxième ligne, c'est le T2, ou la ligne 2, comme vous voulez, qui descendait donc de cette... ici, et qui partait directement en ligne droite jusqu'au bout là-bas, je ne sais pas si on arrive à voir, l'autre Arc de Triomphe, voilà. C'était comment on appelle ça, une espèce de, pas funiculaire, ouais, mais c'est ça, une ligne téléphérique, celle qu'on appelle celle du triomphe. D'ailleurs, elle a fait un vrai triomphe, elle a eu un salut romain, évidemment, avec les pouces en l'air, comme sur YouTube, salut romain, pouces en l'air. Mais un pouce bleu, comme dirait Ibra TV, pouce bleu. Tu vois, là, il y avait mais un pouce bleu quand même pour le téléphérique antique. Hein, ils ont tout inventé, le téléphone, le tout à l'égout, les aligots aussi, ils les ont inventés. Ils ont tout inventé. Voilà. Donc si vous ne savez pas quoi faire, vous venez ici et vous avez l'histoire Clermont dans le même espace. Je suis sûr que si je cherche encore un petit peu, je vais trouver des vestiges de soucoupes volantes et d'extraterrestres, et voire même de dinosaures. Mais rien n'est moins sûr. Un autre rébut ici, alors il doit y avoir un jeu de piste ou un jeu d'orientation. Ça devait être le passe-temps favori des gens ici à l'époque, en dehors de dorer leurs démons. Alors là, moi je pense que c'est même pas un jeu de piste, c'est même pas un rébut, c'est un sigle d'un magasin. Je pense que ça c'était une pizzeria. Donc là vous voyez, vous devinez bien la forme d'une part de pizza, non plus que le prix. Ça c'est la boisson, c'est-à-dire qu'il y a la part de pizza, et vous avez une boisson, et vous aviez aussi un sucre d'orge, je pense. Et donc c'était le menu. Donc plat, dessert, et entrée et flotte, ça devait être ça. Et donc il devait y avoir un numéro de téléphone là, pour appeler avec des livreurs Uber ou UberX, je ne sais pas comment on fait, comme c'est vers Saint-Gétorix, qui était même pas romain d'ailleurs lui, mais comme assurance tout risque. Après je dis X, ça n'a rien à voir, c'est US, c'est Marcellus, c'est je sais pas moi, Abdelbachirus, peut-être c'était lui le livreur, il devait y avoir son numéro ici, avec sa taf, peut-être, je sais pas. Pose des questions. En tout cas voilà, c'est très très intéressant de voir ce genre de choses. Et ils étaient vraiment très développés. Alors je ne sais pas le réseau téléphonique comment il fonctionnait à l'époque, puisqu'il y avait SFR, Bouygues, je sais pas, ou le téléphone arabe, peut-être. Ah, peut-être on a une piste. Le téléphone arabe existait. Il faudrait que je pose la question à Lugan, peut-être il le sait, lui, Lugan la boîte à gants. Il va peut-être me le dire. Et à l'époque, déjà, le téléphone, il existait, la France n'était pas encore la France. Donc, un point pour l'histoire et 0 pour la non-histoire. Ou l'inverse, peu importe. En tout cas, dans l'histoire, on sait qu'on peut raconter ce qu'on veut, n'importe comment, à n'importe qui. Et ça, c'est bien. Alors là, à l'époque, ils adoraient les jeux de réflexion et tout ce qui était style rébus.
Donc c'est l'ancêtre du rébus. Alors de ce que j'ai compris, mais ce que m'a expliqué un mec pas très catholique juste en passant par là, ça c'est la vasque pour servir le vin de messe. Ça c'est la direction dans laquelle vous devez le boire. Ça c'est ensuite ce qui va se passer, vous serez tellement bourré que vous allez vous faire taper vers la tête comme si vous étiez un bourricot, une vache, un taureau. Et ça c'est la lame avec laquelle on va vous préparer un kebab style un bouc qui est juste en bas ou je ne sais quoi quel animal, et le coq évidemment emblème de la France, et la jarre qui, comme on dit, t'envoie la jarre à l'eau qu'un jour elle se casse ou pas. Et ça je ne sais pas, ça doit être la flamme du soldat inconnu, plus ou moins. Ça y est, j'ai trouvé finalement. Les soucoupes volantes sont bien arrivées ici, à l'époque style les hémorroïdes quoi, et les hémorroïdes hein, évidemment. Bah voilà, vous voyez le dôme, c'était ça. Il s'est encastré dans une construction et la soucoupe reste toujours donc figée et apparente. Premier atterrissage d'entité extraterrestre avec des soucoupes, ici même, encore une fois. Tout a commencé ici. Hein. Allez, j'arrête avec ces bêtises. Ça doit être un mausolée, enfin l'équivalent d'un mausolée de l'époque. C'est fermé, on n'y a pas accès, il y a une grille qui le ferme. Ça va être intéressant de visiter. Je ne sais pas ce que c'est, par contre c'est bien pavé à l'intérieur, on le voit. Mais comme c'est grillé, c'est fermé, on ne peut pas le visiter. C'est tout petit. Hein. Et ça domine le temple qui est en dessous, qui est juste en dessous là. La ville elle descend et le temple, on voit la pointe, je ne sais pas si on voit la pointe ici, qui doit apparaître par là, je pense. Là, chose comme ça, enfin c'est plus bas, c'est là. Et la ville continue là, en contrebas. Donc c'est une succession de petits lieux de culte, de temples, d'arcs de triomphe, de places cultuelles, de marchés, de villes. Enfin une ville romaine typique je pense. Enfin voilà quoi. Incroyable, mais vrai. Les Romains ils fumaient à l'époque, regardez. Un mégot. C'est bien la preuve que des technologies avancées existent depuis très longtemps, en particulier la cigarette, l'alcool et la chemma, pour ceux qui connaissent. Vous avez dans l'alignement de ce temple, sur la colline, qui domine d'ailleurs la colline, le minaret d'un autre temple, ce qu'on appelle une mosquée. Donc vous avez dans l'alignement deux adorations, deux lieux de culte, un moderne qui est la mosquée, dans l'alignement qui adore le Dieu unique, et juste en face vous avez l'antique. Et à l'époque on adorait ce qu'on appelle les entités qui se déguisent en divinité et qui vivent en réalité derrière le rideau, qu'on appelle désormais, pour le laïciser, l'état profond. Hein. Je vais pas en dire davantage parce que juste quand je dis l'état profond, je pense à plein de choses, ça me fait toujours sourire.
Et donc voilà, vous avez ça qui se côtoie comme à Istanbul, où vous avez la mosquée bleue. J'avais fait une vidéo là-bas aussi, où juste en face, juste à côté, vous avez les deux colonnes. La colonne serpentine, il y a donc c'est un principe d'obélisque, pardon, et un obélisque égyptien qui est là sur la place en face de la mosquée bleue. Donc vous aviez, et de l'autre côté, il y avait la basilique Sainte-Sophie. Donc ils ont construit volontairement, je pense, hein, sur ces lieux, deux endroits où on adorait Dieu, et à côté d'endroits antiques où on adorait le monde occulte, tout simplement. Ça se croise, ça se pourchasse, ça se remplace. Et ça se combat tout le temps. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est dans ce combat-là. Et aujourd'hui, on arrive à la fin. Ça va prendre quelques temps, mais on y est. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis faites attention à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à diffuser. Vous avez sous ma vidéo, dans l'espace commentaire, la possibilité de vous procurer mes derniers ouvrages, enfin mes ouvrages en général, et en particulier le dernier qui s'appelle Un fauteuil pour deux. Et vous avez donc la possibilité aussi de passer surtout via mon Tipeee pour ceux qui ne souhaitent pas passer par Amazon. Et là, vous aurez la possibilité d'avoir les différentes formules de mes différents ouvrages au choix. Comme vous le sentez, il y a différentes façons de le faire. Vous les trouverez facilement sur ma page Tipeee, donc n'hésitez pas à la consulter. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite le meilleur. Évitez les contrefaçons, comme dirait l'escroc Carl Zero, mais évitez-les quand même. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.